Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaité consacrer à une femme érudite et passionnée. Après des études de tibétain et d'ethnologie, notre invitée, Rachel Guidoni, devient bibliothécaire spécialiste du monde tibétain. Elle collabore notamment avec la prestigieuse bibliothèque de l'Institut de France pour mettre en valeur un fonds tibétain encore méconnu. Notre invitée est aussi à l'origine du premier catalogue tibétain numérique. Alors qu'en est-il plus précisément de son parcours passionnant? En quoi consiste ce travail de bibliothécaire? Quel est le lien avec les chercheurs et le monde scientifique? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invitée. Rachel Guidoni, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors je le disais, vous êtes bibliothécaire, spécialiste du monde tibétain. Vous avez notamment consacré votre thèse aux reliques des maîtres tibétains. Cela vous a amené d'ailleurs à traduire un certain nombre de textes. Vous avez voyagé en Inde et au Népal. Alors, je le disais, c'est un parcours qui est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment vous en êtes arrivé là? Oui, à la fin de mes études, mon baccalauréat, je suis venue à Paris parce que le Tibet avait toujours été ma passion et j'ai commencé par faire des études de tibétain parce que je voulais pouvoir entrer en contact avec les Tibétains. Et donc, j'ai fait des études jusqu'au niveau de la maîtrise, après quoi je me suis dit que j'avais les bases suffisantes pour commencer de l'ethnologie. Donc, j'ai fait de l'ethnologie à Nanterre, où je suis allée jusqu'à ma thèse de doctorat, comme vous l'avez dit, avec un travail sur les reliques des grands maîtres tibétains. Et pendant ces études, j'ai eu l'occasion de voyager effectivement en Inde, au Népal, pour rencontrer les gens, les interroger sur la façon dont ils voient le monde, traduire aussi des textes et pouvoir témoigner donc de cette vision du monde, de ces conceptions qu'ont les Tibétains sur certains des sujets qui m'intéressaient. Alors, vous travaillez avec différentes bibliothèques et vous collaborez notamment donc, avec l'Institut de France. Donc, je vous propose qu'on aille directement à la découverte justement de la bibliothèque de l'Institut de France, où vous mettez en valeur ce fonds tibétain encore méconnu. Nous sommes ici au prestigieux Institut de France, quai de Conti, au cœur de Paris, juste en face du musée du Louvre. Celui-ci a pour mission d'offrir aux 5 académies un cadre harmonieux pour travailler au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts à titre non lucratif. Il abrite, entre autres, une riche bibliothèque. La bibliothèque de l'Institut a été créée en même temps que l'Institut, en 1795. Parce que la Révolution avait supprimé les académies qui s'étaient créées au cours de l'Ancien Régime et que la Convention a jugé qu'il manquait un lieu de réunion et de travail. Donc cette bibliothèque a été voulue comme un abrégé du monde savant. Elle a eu immédiatement pour mission de servir les recherches des académiciens et aussi de conserver et de mettre en valeur leurs travaux. C'est toujours ce que nous faisons aujourd'hui. Une bibliothèque qui existe, se nourrit et grandit grâce aux dons et aux legs des personnalités scientifiques, en remerciement de ce qu'elles y ont trouvé elles-mêmes pendant leurs recherches. C'est ainsi que l'on peut y découvrir un précieux fonds tibétain. Le fonds tibétain est un fonds justement qui a été donné par la personne qui l'a constitué, qui était le baron Schilling von Cannstatt. Il est né en 1786, il faisait partie du département asiatique du ministère des Affaires étrangères, et c'est le ministère des Affaires étrangères qui lui a donné l'occasion de réunir toutes ses passions en l'envoyant en mission en Sibérie orientale, à la frontière chinoise, pour y travailler à une charte d'administration des lamas bouddhistes. Il était basé au milieu des peuples mongols nomades et de là, il a rayonné dans une grande partie, dit-il, des monastères bouddhistes de la région pour y rencontrer les lamas et solliciter d'eux l'autorisation de consulter les textes sacrés et d'y avoir accès. Ce qui était très difficile pour un occidental, ça ne s'était pratiquement jamais fait. Une collaboration qui se poursuit et s'avère fructueuse entre les deux disciplines, bibliothécaire et scientifique. C'est un travail qui débute tout juste, que nous avons entamé avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je dirais qu'on pourrait partager le travail entre le monde des bibliothèques, notre travail à nous, qui est de remettre ce fonds en état de conservation, faire un diagnostic sur l'état des documents, le dépoussiérer, le reconditionner, restaurer ce qui doit l'être, et éventuellement numériser pour pouvoir mettre à disposition. Et le travail des chercheurs pour faire des comparaisons entre les textes, entre les éditions, et finalement évaluer la valeur de ce fonds.
Alors Rachel Guidoni, on vient d'entendre la directrice de la bibliothèque. On voit que c'est un travail qui est intense, riche. Comment vous collaborez plus précisément avec eux? Comment vous travaillez? Alors pour ce fonds en particulier, j'apporte mon expertise de la lecture du tibétain et aussi de la recherche que je peux mener actuellement pour connaître un peu mieux le personnage donc, de ce baron Schilling von Cannstatt et également dans quelles circonstances ce fonds est arrivé, parce que ça reste encore une énigme aujourd'hui et nous souhaitons mettre en valeur ce fonds. Donc il est question aussi de mieux identifier tous les textes dont il s'agit, essayer de trouver une datation, essayer de voir s'il existe d'autres volumes similaires dans d'autres bibliothèques pour pouvoir effectivement identifier le mieux possible tous ces documents et aussi le promouvoir auprès du public des chercheurs qui seraient intéressés de venir les consulter. Oui, parce que donc il y a deux aspects dans votre travail. C'est à la fois travailler sur les documents anciens qui ne sont pas encore mis en valeur et continuer à enrichir ces collections, en fait. Tout à fait. Donc, dans les bibliothèques où j'ai travaillé à Paris, qui avaient toutes des fonds tibétains, effectivement, les missions sont diverses. L'une des missions, c'est de mettre en valeur les fonds déjà existants, et notamment les fonds anciens qui parfois sont encore un peu méconnus du public. Et il s'agit aussi, dans la deuxième mission, de travailler à poursuivre l'enrichissement des collections, donc en continuant à acheter des ouvrages de niveau recherche, de niveau universitaire, des ouvrages qui sont en lien avec les thèmes des chercheurs en France, et ils sont nombreux à travailler sur les études tibétaines, pour faire en sorte que ces fonds continuent d'être une source essentielle pour la recherche sur les études tibétaines. Alors, à travers notamment une chose, j'allais dire révolutionnaire, mais vous avez créé, vous, le premier catalogue en ligne, donc sur Internet, du fonds tibétain. Effectivement, en 2009, nous avons réussi une prouesse à plusieurs. À l'époque, je travaillais à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. J'avais une collègue qui travaillait au Collège de France et nous avions eu l'aide d'un informaticien qui nous a aidés à pouvoir, pour la première fois, cataloguer en tibétain, avec les caractères tibétains, dans le catalogue national, qui est le Sudoc. Et c'est une prouesse, on peut dire, mondiale que nous avons pu effectuer en 2009, en étant les premiers à cataloguer en tibétain. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais par exemple, ça veut dire que désormais, les Tibétains peuvent, de chez eux, chercher un texte en tapant un caractère tibétain et le moteur de recherche va leur sortir le terme, si ce terme est bien rentré dans le catalogue. Alors c'est vrai que c'est un travail qui est vraiment à dimension internationale. Vous venez de parler des Tibétains, mais vous travaillez aussi avec les États-Unis, l'Angleterre, tout le monde anglo-saxon. C'est absolument énorme. Oui, alors le travail en bibliothèque est un travail en réseau. Il est très important, effectivement, de savoir comment travaillent nos collègues, de savoir aussi dans quelle mesure les choses évoluent d'un côté ou de l'autre. Et donc, effectivement, nous nous connaissons presque tous entre bibliothécaires travaillant sur le monde tibétain. Et nous savons aussi un petit peu ce que chacun possède pour pouvoir renseigner au mieux nos lecteurs de ce qu'ils veulent avoir comme documentation. Alors justement, on va retourner à la bibliothèque de l'Institut de France pour voir ce que vous possédez, puisque vous avez eu la gentillesse de nous présenter quelques trésors de ce fonds tibétain. Le manuscrit qui se trouve à côté de moi est en fait un xylographe. C'est un des volumes de la collection de la Prajnaparamita, donc le texte de la perfection de la sagesse, dont le baron a rapporté un certain nombre de volumes et que nous trouvons exceptionnels de par les enluminures. Le plat supérieur et inférieur sont illustrés et recouverts de brocarts de soie qui sont restés dans un état de conservation tout à fait exceptionnel. On voit aussi sur la tranche qu'il est illustré, ce qui est assez rare, et qu'il daterait du XVIIIe siècle. Le petit volume qui se trouve là est un document manuscrit sur fond noir en lettres dorées et était aussi un volume de la Prajnaparamita, donc de ce texte sur la perfection de la sagesse, et présente des très belles illustrations du Bouddha, de stupa, et effectivement est tout à fait exceptionnel dans cette collection du baron.
Ce sont des xylographes de textes bouddhiques. L'idée était de vous montrer aussi que le baron avait fait reproduire en édition xylographique des textes bouddhiques, parfois sur papier bleu, ça c'est une particularité dans ce fonds, parfois sur papier tibétain, et que nous avons aussi donc ces xylographes en très bon état de conservation qui permettent aussi d'étudier certains aspects du bouddhisme qui était un sujet très cher au baron. Nous avons un texte sur fond noir aussi, mais écrit en lettres d'argent cette fois-ci. Il s'agit d'un sutra bouddhique et comme vous le savez, dans le monde tibétain, il est évidemment vertueux de faire copier des textes religieux pour le karma du commanditaire. Et évidemment, il est toujours plus vertueux d'y mettre des moyens. Donc quand on peut faire rédiger des textes bouddhiques en caractères en lettres d'or ou en lettres d'argent, avec des enluminures, etc. Plus la production, plus l'édition est soignée, plus le karma du commanditaire sera amélioré. Et donc, ces ouvrages qui sont d'une très belle facture montrent que ce devaient être des commanditaires aisés et qui, effectivement, souhaitaient faire des actes vertueux pour leur karma. Et ce sont de véritables trésors que vous nous faites découvrir là. Hein. C'est un fonds encore, effectivement, très méconnu, et que j'essaye effectivement de mettre en valeur avec la collaboration de l'équipe de la Bibliothèque de l'Institut de France. Oui. Et alors justement, quelles sont les perspectives, Rachel Guidoni, la prochaine étape de ce travail colossal? Alors ce que nous espérons, c'est pouvoir en faire le descriptif, ce qu'on appelle donc l'inventaire ou le catalogue précis, avec, si possible, identifier vraiment précisément le texte, la date, l'endroit où il aurait été écrit pour ceux qui ont été manuscrits. Et puis, comme l'expliquait la directrice de la bibliothèque, s'il est possible pour certains d'entre eux d'être numérisés et mis en ligne pour que là aussi, finalement, tout le monde puisse en profiter et les consulter depuis n'importe quel poste Internet. Oui, parce que vraiment, ce qu'il est très important de préciser, c'est la visée pédagogique de votre travail. C'est qu'en fait, c'est pas un entre-soi. L'idée, c'est de faire partager au plus grand monde la richesse de ce fonds tibétain. Oui, c'est ce que j'aime dans le travail de bibliothécaire, c'est que nous sommes un peu des passeurs. Nous transmettons et nous communiquons à qui veut bien les ouvrages ou les connaissances que nous avons sur tel document. Nous transmettons des informations sur des textes que nous conservons ou nous leur disons que ce texte, nous ne l'avons pas, mais nous pouvons le trouver ailleurs. Oui, en fait, voilà. Vous orientez après les personnes qui viennent vous voir. Voilà. C'est vraiment ce travail. Et ce fonds, effectivement, qui est arrivé à la fin du 19e siècle, a été une première fois étudié en 1924. Et là, de nouveau... C'était par Jacques Bacot. Jacques Bacot, oui. Voilà. Et là, nous le sortons de nouveau un petit peu de l'oubli, presque 100 ans après, en essayant cette fois-ci d'utiliser les moyens à notre disposition, c'est-à-dire la numérisation et la mise en ligne, si possible, pour que tout le monde puisse consulter ces très beaux trésors. Grâce à vous. Merci infiniment, Merci Rachel beaucoup. Guidoni, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et si vous souhaitez continuer cette exploration dans ce monde fascinant, voici 2 ouvrages que nous vous proposons. Avec tout d'abord Trésor du Tibet sur les traces de Milarepa, un ouvrage collectif publié chez Flammarion. Un panorama hors du commun de la pensée religieuse, de l'art et de l'histoire du Tibet. Cet ouvrage nous donne à voir toute la symbolique et toute la spiritualité qui se dégage de chaque œuvre. Point d'orgue du livre, la présentation d'un manuscrit enluminé inédit retraçant la vie de Milarepa, illustre yogi tibétain du XIe siècle, dont l'analyse permet une introduction aux grands principes bouddhiques. Ainsi que le sens des arcanes des 3 traités de Jizang, traduit et annoté par Jérôme Ducor et Henri Hiller, publié aux éditions Drose. Cet ouvrage est célèbre dans le bouddhisme d'Extrême-Orient comme l'introduction classique à l'école de la voie du milieu, Madhyamika. Il est le fruit de décennies de recherches et d'études universitaires suisses, issus des textes commentés et écrits par Jizang. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous vous retrouvons la semaine prochaine et nous vous souhaitons une très, très belle journée.